Bonjour à tous. En 1952, le Dr. Markowitz développe la théorie moderne du portefeuille qui repose sur l'idée que les investisseurs sont rationnels et cherchent à maximiser les rendements en minimisant le risque, ce qui nous a amené à la frontière efficiente. 50 ans plus tard, deux psychologues, Daniel Kahneman et Tversky, que vous avez entendu parler par le passé, s'attardent et développent la finance comportementale, qui met en évidence une réalité quand même assez différente, c'est-à-dire que les émotions et les biais cognitifs influencent fortement nos décisions financières. Alors, mon nom est Guy Daigneault, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie du groupe Patrimonium. Alors aujourd'hui, en fonction un petit peu de ce qui se passe depuis le début de l'année, nous avons cru bon vous faire une petite capsule sur notre opinion sur l'effet Trump et les incertitudes que ça crée sur les marchés. Alors, ce que vous allez voir ici, c'est toujours en fonction de, c'est notre opinion. Et l'exemple frappant de ces dynamiques-là, de la finance comportementale, de ces émotions-là, on le voit souvent dans le phénomène où les marchés réagissent fortement aux déclarations du président des États-Unis. Alors, comme vous voyez ici en haut à gauche, je ne fais pas de transaction pour l'argent, j'en ai plus que suffisamment, je le fais pour le plaisir de le faire. Évidemment, à droite, on pourrait regarder tout simplement en disant, oh, excusez-moi, les gens m'aident et vous savez quoi? J'ai eu beaucoup de succès et tout le monde m'aime. Toute ma vie tourne autour de la victoire, je ne perds pas souvent et en fait, je ne perds jamais. Alors, les gens m'entendent souvent dire qu'il y a une certaine cohérence dans ce qu'il dit. Alors, par contre, ces commentaires-là, c'est une chose, mais ces décisions-là, ça crée beaucoup d'incertitudes, entre autres quand on entend parler des effets directs des menaces de tarifs de l'administration Trump. Alors, si on met en perspective un petit peu ces incertitudes-là, ce que ça fait, si on retourne en arrière dans le passé, de 1980 jusqu'à aujourd'hui, en moyenne, nous avons à tous les 18 mois une correction de 10 sur les marchés boursiers. Alors, si on se regarde sur la vue sur le long terme, on voit que la tendance est vers le haut. Mais si on regarde plus sur le court terme, on peut voir des corrections. Et ces corrections-là, on peut le voir récemment avec tous les derniers commentaires sur l'effet des tarifs, la réaction du marché américain. Alors, on voit ici qu'on a touché un haut et que depuis ce temps-là, on a eu une correction, effectivement, depuis la semaine passée. Le vendredi, ça a été quand même relativement positif. Hier, alors, mais on voit quand même que sur les 1980, le tableau précédent, on voyait la tendance sur le haut. Malgré tout, depuis le mois de mars 2023, on voit que sur les 2 dernières années, que ça a quand même augmenté. Par contre, il faut faire attention parce qu'on pourrait appeler ça un biais de récence. C'est beaucoup trop court. Et c'est pour ça que quand on parle à tout le monde, on dit tout le temps qu'il faut regarder plus sur le long terme. Parce qu'on pourrait aller reculer un petit peu plus loin. Puis en 2022, on a eu une année négative. Par contre, ce qu'on voulait surtout montrer ici par rapport à la finance comportementale et par rapport aux émotions et aux biais cognitifs, c'est qu'il y a un biais qu'on appelle d'ancrage. Vous savez, ici, en 2023, quand on a touché ce haut-ci, on ne voulait pas, puis là, on peut le mettre sur le marché américain, on peut le mettre dans vos portefeuilles, on ne voulait pas que ça rebaisse. Ça crée beaucoup d'émotivité. Et c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. On remonte, on retouche un haut et ça rebaisse. Et on remonte et ça retouche un haut et ça rebaisse. Alors, comme on voit ici, ça remonte et ça rebaisse. Alors, ces montées et ces descentes-là ne font que juste rajouter à l'inconfort, mais surtout à l'émotivité de ce que ça nous crée quand on voit notre patrimoine sur papier baisser. C'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Alors, pour contrer, on essaie toujours de prendre en considération quelque chose de rationnel. Et pour un biais d'ancrage,
Bien, en regardant le graphique comme nous l'avons regardé précédemment, on sait que si on le regarde sur une période de correction où il y a eu une baisse de 10 mois, de 10 bien, ça va amener beaucoup d'émotions. D'un autre côté, si on le regarde sur un petit peu plus long terme, ça devrait amener un petit peu moins d'émotions. Vous savez, l'incertitude égale volatilité. Et la volatilité va amener des opportunités. Et des opportunités vont nous amener à une certaine paix d'esprit. Alors, dans ce cas-ci, cette incertitude-là nous amène de la volatilité. Et on le voit ici tout simplement par ces deux graphiques-là qui vont suivre. Le premier, la ligne rouge, nous amène l'incertitude au niveau de la politique économique mondiale, géopolitique et économique. Alors, on voit depuis que les années 2000, il y a toujours des fluctuations. Et récemment, c'est cette incertitude-là causée par, bon, est-ce que c'est un effet du premier mandat du président? Mais on a une guerre commerciale. Après ça, on a une pandémie. Alors, on voit quand même qu'on est à des niveaux les plus élevés sur les 25 dernières années au niveau de l'incertitude. Mais ce qui est important pour nous de regarder, malgré tout, la ligne noire ici en bas, ça nous démontre quand même qu'il y a la volatilité, elle n'est quand même pas si pire que ça, ce qui devrait nous sécuriser. Vous savez, autour de 20, c'est normal. On a eu peu de volatilité au début des années entre 2005, avant la grande crise de 2008, mais autour de 20, c'est une volatilité qu'on considère normale. On peut voir ici qu'elle pourrait augmenter quand elle s'étire, mais plus l'opportunité, plus la volatilité augmente, plus à ce moment-là, dans notre positionnement du portefeuille, on va se réajuster avec du variable. Parce que plus on est étiré vers le haut avec la volatilité, plus il y a des opportunités que ça nous donne au niveau des marchés. Et comment on peut le voir aussi, c'est que ces commentaires-là, tous ces commentaires-là, finalement, créent au niveau du consommateur beaucoup d'inquiétudes. Alors là, on voit que ça recommence à remonter, ça l'a baissé, mais ça crée de l'incertitude. Et cette incertitude-là vient d'où? Vient des nouvelles. On parle ici d'une anticipation future avec une inflation plus élevée dans les prochaines années. Alors, le sujet de l'inflation va amener un sentiment pour les consommateurs d'inconfort. Il faut faire attention parce que ce sont des anticipations. Alors, on est autour de la braquette de 3 au niveau de l'inflation à l'échelle nord-américaine, qui est dans la braquette du haut. Est-ce que ça va créer une inflation, la guerre des tarifs? Je pense que la réponse, tout le monde la connaît, évidemment que oui. Alors, c'est pour ça qu'on ne veut pas, puis je ne pense pas que le président des États-Unis veut nécessairement créer une forte inflation, parce qu'à ce moment-là, au niveau du consommateur, bien, ils vont commencer à moins dépenser. Et on sait qu'au niveau de la croissance économique, bien, 65 vient du consommateur. Alors, en regardant le sentiment des consommateurs, mais en regardant surtout au niveau de l'inflation, il y a un volet rationnel qui va venir en ligne de compte où on ne veut pas nécessairement créer trop d'inflation, mais on a un jeu de bras de fer présentement avec le président des États-Unis. Évidemment, volatilité va créer opportunité. Et celui-ci, on voulait vraiment l'apporter parce que souvent les gens nous en parlent. Je ne sais pas si les gens pensent qu'on répète beaucoup, mais l'histoire se répète souvent parce que l'humain, en étant émotif, va avoir tendance, et on le mentionne souvent, va avoir tendance à tout simplement se dire, ben là, moi, là, ça va mal, je veux me retirer du marché, mets-moi ça en liquidité. Et quand ça va bien, bien, continue de m'en acheter, ça va bien. Et c'est vraiment l'inverse. Hein? Vous avez déjà vu ce graphique par le passé dans nos présentations. C'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. C'est quand ça va mal que c'est le temps d'acheter, si on a des liquidités, ou tout simplement de bien rééquilibrer le portefeuille en vendant ce qui a très bien été, puis en repositionnant avec quelque chose qui a moins bien fait. Mais c'est quoi les opportunités? Et c'est là qu'on a pensé peut-être vous amener un exemple d'un titre. Parfois, quand on parle du marché américain, on parle des indices, c'est une chose, mais là, on voulait parler d'une compagnie canadienne qui est CGI. Alors, et on voulait le mettre en perspective en fonction de certains biais, le biais de récence et le biais, et en éliminant ce biais-là, en le regardant sur le plus long terme. Alors ici, CGI, si on le voit sur la dernière année, et c'est assez récent comme résultat, là, je pense que c'est en date de jeudi ou vendredi dernier, sur la dernière année, CGI a fait moins 6 Alors, on pourrait dire, bien là, les marchés ont très bien fait, mais CGI n'a pas bien fait.
Alors, c'est dans ce temps-là qu'on regarde. Le titre était à 100, à plus que 170, il a baissé à 150. Encore une fois, le biais d'ancrage. Quelqu'un qui détient CGI n'aime pas que le titre passe de 172 à 150. C'est 22 de baisse. Par contre, sur un an, on sait qu'il a juste perdu, sur papier, 6. Si on regarde le fondamental et on regarde un petit peu plus loin, on voit que CGI, sur les 5 dernières années, a presque doublé. Alors, on essaie toujours de mettre en perspective tout ce qu'on lit, toutes les émotions, et est-ce que ça a un impact sur vos avoirs sur le long terme. Alors, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui est capable d'accepter une certaine volatilité, un rendement moindre sur un titre comme CGI, fait en sorte que si le fondamental est bon, à ce moment-là, sur le long terme, il devrait bien faire. Et comment on fait pour déterminer si le fondamental est bon? Bien, on regarde tout simplement les états financiers. Et là, ici, là, pour ceux qui sont familiers avec nous, là, on utilise la valeur économique ajoutée. C'est tout simplement qu'on regarde les 5 dernières années, et on pourrait tourner plus loin si on voulait à la limite, mais on regarde tout simplement le profit profit d'opération après impôt, ce que le NOPAT veut dire. Alors, on regarde la tendance sur les 5 dernières années, passer de 1,6 milliard à 1,7 milliard, à 1,9 milliard, à 2 milliards de profit. On peut le regarder aussi d'un autre chiffre. Quel est son rendement sur son capital? Il est passé de 12,2 constamment à la hausse et aujourd'hui, il est à 14,2. On verra les prochains résultats, mais quand le fondamental est là et qu'on a eu un repli sur le titre, bien, ça nous donne une belle opportunité. C'est un titre et on se diversifie à travers plusieurs titres parce que effectivement, un titre, il pourrait avoir des changements majeurs qui se passent, mais dans une gestion de portefeuille globale avec une diversification de plusieurs titres et plusieurs produits, on diminue le risque du marché et on diminue le risque de votre portefeuille. Alors, opportunité, vraiment, notre objectif est de vous amener votre paix d'esprit. Et aujourd'hui, encore plus vrai dans nos convictions que malgré que la finance comportementale et les émotions seront toujours là, que nous, en tant qu'humains, et nous inclus les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de patrimoine, avons des biais. On veut essayer de contrer ces émotions-là avec le volet très rationnel. Et le volet très rationnel est certainement, quand on parle dans notre langage, une diversification pour vous. Et comment on fait pour faire cette diversification-là? On va regarder ce que ça fait, puis on va vous montrer notre positionnement, où est-ce qu'on est. Puis pour ceux qui sont les vieux de la vieille avec nous depuis plusieurs années, trouvent qu'on répète la même chose, mais jusqu'à preuve du contraire, le processus fonctionne. Alors ça, c'est ici, c'était à standard du 5 mars. Alors, ça l'a baissé un petit peu au niveau des marchés américains. Là, on a vu tantôt le marché américain qui avait eu sa correction. Alors, le marché était en bas de zéro en date d'hier, depuis le début de l'année, après vraiment 15 ans de rendement exceptionnel. Mais on voit que même dans la diversification, si on prend les actions américaines qui ont baissé, mais qu'on regarde les actions à l'extérieur des États-Unis, le Canada inclus, et les marchés européens et les marchés asiatiques, on voit que le marché, ça a été très résilient quand on a une belle diversification en actions mondiales, d'où la ligne rouge. Quand on s'en va dans une autre diversification, dans les grandes catégories d'actifs, en obligations canadiennes, dans ce cas-ci, si on regarde la ligne grise qu'on voit peut-être pas aussi bien, elle a fait relativement bien. Et quand on prend une combinaison des deux, bien, on sait qu'on va se protéger avec de la variabilité avec les actions, qui va contrer l'inflation sur le long terme. On sait qu'avec les obligations, on va nous protéger contre les mouvements de marché. Alors, dans un portefeuille équilibré, on s'en sort relativement bien depuis le début de l'année. Puis, il faut quand même être conscient, c'est juste 2 mois et demi. Alors, on verra la suite, mais par contre, cette diversification-là nous confirme que ça fonctionne malgré tout le bruit qu'on entend aujourd'hui dans les nouvelles. Donc,
Où est notre positionnement en date du 10 mars? Vous voyez qu'aujourd'hui, on est relativement neutre au niveau des obligations, revenus fixes étant les obligations. On veut se protéger. On est relativement neutre au niveau des actions canadiennes, même si on va avoir, on verra les tarifs, mais même si on va avoir de la volatilité au Canada. Aux États-Unis, on est surpondéré, tout simplement parce que ça demeure encore ce que nous croyons l'économie la plus solide. Juste pour vous donner un aperçu, il y a peut-être une dizaine d'années, les actions mondiales, le marché américain représentait à peu près 50 du marché mondial en termes d'économie. Aujourd'hui, il est rendu à presque 65. Le Canada est passé de 4 à 3, alors un petit peu plus problématique en termes de croissance, mais relativement faible à travers le monde. Et les actions étrangères, depuis 10 ans, ont vraiment sous-performé les actions canadiennes et les actions américaines, et c'est pour ça que nous sommes un petit peu surpondérés aux actions étrangères. Euh, et ça, c'est jamais statique. Évidemment, quand on fait nos révisions de portefeuille, quand on a nos rencontres de comité de placement, on veut tout simplement s'assurer que nous sommes bien protégés au niveau de cette répartition d'actifs-là. Et autres demeurera toujours quelque chose de relativement important parce que ce sont des produits qu'on dit non corrélés avec le reste des autres catégories d'actifs. Donc, tout simplement, c'est qu'ils vont bouger différemment au niveau du portefeuille total pour, encore une fois, toujours faire ce qu'on appelle une gestion de risque. La théorie moderne de portefeuille au tout début, le volet rationnel nous disait tout simplement, c'est qu'on veut maximiser le rendement, mais en minimisant le risque. Et c'est ce qu'on a fait de faire avec cette diversification-là et aussi avec les produits alternatifs ou les produits autres dans le portefeuille. Mais on sait que ça ne fait que depuis une vingtaine d'années que la finance comportementale a commencé. Vous nous entendez parler souvent de la finance comportementale parce que ce qu'il faut faire, il faut souvent se protéger contre nous-mêmes dans nos prises de décision. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans le groupe, notre groupe Patrimonium. On essaie vraiment de faire tout ce qui est humainement possible pour éliminer les émotions du marché en étant relativement rationnel, sachant bien que nos biais, et là on a parlé qu'un biais, un biais cognitif, et on va, dans le courant de l'année, dans les prochaines semaines, régulièrement faire des petites capsules sur justement cette finance comportementale-là qui est si importante pour nous, en discutant de différents biais, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de biais en tant qu'humain, mais il y a des biais cognitifs et il y a des biais émotionnels. Alors, on voulait tout simplement, un, vous remercier de votre attention et deux, simplement prendre 2 petites minutes pour vous introduire à nos deux personnes, nos deux humains, nos deux euh, émotifs et ou rationnels, on le découvrira au fil des prochaines semaines. On voulait tout simplement vous introduire Charlie et Lison, que vous aurez l'opportunité de voir dans nos prochaines capsules. Sur ce, merci beaucoup. Et si jamais vous avez des questions, vous savez que nous sommes toujours présents, groupepatrimonium.com. Merci, bonne journée.